pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Là, vous êtes dans l'image alors, j'espère. C'est le but, hein. Le but, c'est d'être dans l'image. Oui. Mais oui, parce que donc c'est le moment où Elliot a un moment. Alors, il a un moment intime avec lui-même, c'est un premier élément. Mais c'est aussi une scène qui préfigure moment intime, donc qui va être cassé par sa sœur qui va entrer alors qu'il est occupé en fait à se regarder. À travers l'œilleton de sa caméra Super 8, enfin de la caméra du père, qui est une Beaulieu. Et c'est une scène qui, sur le plan symbolique, est importante parce que il préfigure ce moment où il va avoir le désir de passer lui aussi devant l'objectif, de ne pas rester toujours un observateur amoureux des vivants qu'il aime filmer, mais c'est ce moment où il se dit « je voudrais prendre un peu plus part à la vie ». Et ça, c'est parce qu'il veut s'attirer les faveurs de Florence, parce qu'il en est amoureux, parce qu'il jalouse quelque part la relation que Maxime, son meilleur ami, entretient avec Florence, et donc il veut quelque part prendre sa place et adopter aussi ce caractère un peu léger, alors que lui est c'est plutôt un garçon qui se pose des tas de questions, qui est toujours en train de réfléchir, toujours en train de rêver. Et là, c'est un moment de temps suspendu qui a été tourné au ralenti en 100 images secondes. Parce que le ralenti a une importance, dans Elliot. Il y a plusieurs scènes filmées en 100 images secondes. Qui donne ce caractère suspendu du temps et qui rejoint un petit peu ce moment, tu sais, j'en parlais quand je te touchais un mot du songe, hein, c'est-à-dire c'est ce moment où tu commets l'acte créateur, hein, où tu as l'impression tu vois, de t'échapper du temps, quoi. C'est le moment d'extase, en fait, voilà, je crois que je cherchais mes mots, mais c'est un moment où tu es dans la création et donc tout à coup tu échappes, hein, tu échappes à la temporalité, quoi. Ce qui m'a surpris en préparant Elliot, qui touche au cinéma justement, et aux années 80 et donc au Super 8. Moi je faisais beaucoup de Super 8 effectivement dans les années 80, enfin, quand j'étais gosse et adolescent. C'est de découvrir qu'en fait le Super 8 existait toujours et que Kodak continuait à produire du Super 8 à partir des Vision 2, Vision 3, en tungstène ou en daylight, en négatif donc, ou positif, quoi. C'était assez surprenant.
Bien sûr, il faut les envoyer très loin pour le développement, mais donc... alors, elles se sont évidemment affinées, et c'est plus le Super 8. Enfin, on retrouve quand même ce côté un peu saturé des couleurs et tout qui fait le charme du Super 8. Mais la pellicule est plus fine, la définition est meilleure, et donc on a tourné des petits bouts d'Elliott en Super 8 qu'on a donc incrusté pour quand même retrouver cette matière-là dans le film qui lui a été tourné avec une Alexa. Et ici, d'ailleurs, puisqu'on parle de chef opérateur et de lumière, c'est vrai qu'on a fait un travail préparatoire par rapport à des ambiances des ambiances lumineuses qui faisaient penser un peu à la Toscane. C'est-à-dire, je voulais... alors bon, c'est pas le paysage toscane, hein, on est plutôt au Canada ici, mais bon, c'est l'été, il y a une espèce de chaleur, il y a des côtés un peu ocre, ça, je voulais qu'on retrouve aussi dans ce film ici. Alors que sur Elliott, on a plutôt travaillé l'ambiance années 80, et on a essayé de retrouver le côté un peu suranné justement des couleurs saturées, comme le faisait le Super 8, quoi. Ou c'est parfois aussi un peu pastel. Moi, j'ai toujours ma caméra qui a servi dans le film, mais par contre, elle ne fonctionne plus, et donc les petites séquences Super 8, on les a tournées avec une Beaulieu qui était la Rolls-Royce des caméras à l'époque. Ceci dit, on a eu quand même quelques petits problèmes avec la caméra, c'est parce qu'elle n'avait plus tourné depuis 25 ans, et donc le moteur était un peu fatigué. On n'a pas fait de... Le chien qu'on a vu tout à l'heure. Non, quand même pas. Elle a meilleure allure, mais... J'ai découvert un site, une société aux États-Unis qui possède un site internet qui restaure toutes ces caméras Super 8 et qui les transforme même pour faire du 16/9. Ils agrandissent la fenêtre. Et alors, c'est vrai que des films... Alors, ces caméras servent à des films professionnels de cinéma, quand tu as des séquences Super 8 dans un film de fiction, et que les gens veulent vraiment du vrai Super 8, parce qu'on triche quand même difficilement. C'est vrai qu'après, tu peux faire du faux Super 8, hein, en passant par des logiciels d'After Effects, etc. Mais tu vois toujours que c'est du faux Super 8. Donc, et donc cette société s'est spécialisée là-dedans et a notamment agrandi les fenêtres d'exposition, passant du 4/3 au 16/9, pour pouvoir inclure quand même ça un petit peu plus facilement dans les films de fiction. Mais tu as aussi des clips vidéo qui se font en Super 8, et c'est un charme fou. Donc c'est pas mort. Ne jetons pas nos vieilles caméras, nos vieilles visionneuses. Et ça, c'était vraiment un plaisir pour moi en faisant Elliott tu vois, de ressortir mes caisses avec mes premiers films Super 8. Ma vieille visionneuse, la colleuse, tu vois, et puis le truc où tu coupes, tu colles, et tu avais ton exemplaire unique. Aujourd'hui, tout se duplique, on t'envoie tel fichier par Internet, alors qu'à l'époque, finalement, tu faisais un film, Super 8, tu l'envoyais au développement, tu priais pour que le film ne s'égare pas, et tu attendais avec impatience, et là, on parle de nouveau de durée. Tu attendais, le temps était là, existait, les choses n'étaient pas instantanées. Tu attendais le développement, tu attendais le retour de ton film. Là, je me revois en train d'attendre le facteur, tu vois, quand j'avais 13 ans, tu vois. Je savais qu'il allait plus ou moins venir à telle heure, et donc je l'attendais près de la fenêtre, et puis je courais vers la boîte aux lettres pour voir si le petit paquet jaune Kodak était bien arrivé. Et je filais dans ma chambre pour visionner ça sur mon projecteur et mon grand écran. Alors, autre lieu important que je n'ai pas utilisé dans Un peu de fièvre, mais dans Elliott, c'est la piscine. La piscine qui est là-bas, et qui est censée être chez Florence, donc la fille dont Elliott est amoureux. Et c'est là où on a tourné la fameuse séquence de la boum. Là aussi, c'était plein de souvenirs. Hein. Qui n'a pas eu sa boum dans les années 80, pour ceux qui sont de ma génération. Et ça, c'était amusant aussi de se replonger dans les tubes de l'époque.
Et mais je vais te montrer ça, je vais te montrer la piscine. Vas-y. Je peux plonger dedans là? Mais vas-y, je t'en prie. C'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait. Je voudrais mettre de la lumière, mais alors je sais pas trop où c'est. Ah, ça c'est voilà. Hop. Voilà. Et là, on a vraiment pris son pied parce que après chaque jour de tournage, on avait droit à la récompense On dira tant. qui consistait à, voilà, Oui, je vois. à faire quelques brasses. C'est la récompense de la journée. Et voilà, donc lieu intéressant pour faire une soirée tu sais, d'été, années 80, hein, une petite boum sur la terrasse extérieure et dans ce petit coin salon qui est là. Et là, avec Raymond, on a vraiment pris son pied sur le plan de la lumière parce qu'on a pu voilà, faire des choses très très belles, avec des bougies notamment, un grand feu de bois dans la cheminée là, et puis bon, une série bien sûr de HMI pour éclairer tout ça quand même. Hein. Alors on a tourné toute une nuit avec des tas de figurants, enfin il y avait une ambiance du tonnerre. Et c'était le dernier jour de tournage. On avait tourné 7 jours consécutifs, enfin le dernier jour de tournage pour cette partie-là, parce qu'en tout il y en a 13. Et on était sur les rotules, mais on a terminé en beauté, quoi. Tous les figurants ont adoré participer à ce tournage. Et sur la terrasse, on a utilisé la terrasse aussi. Il a un moment de solitude, il sort, il va prendre un verre sur la terrasse. Florence le rejoint, parce qu'elle l'aime aussi, quelque part. Et ils ont ce petit moment intime entre eux, un petit début de conversation, ils ne se connaissent pas encore très bien. Et dès le moment où la musique change et passe au slow, Maxime vient la rechercher et l'arrache à lui, quoi. Et voilà, et puis il se retrouve seul à les observer avec envie, à les observer danser, quoi. On avait mis une boule disco qui propageait des reflets partout dans la pièce ici. Et là aussi, on a de nouveau travaillé les ralentis, parce qu'à chaque fois qu'Eliot est dans son monde et qu'il se fait ses films à lui, parce qu'il ne fait pas ses films uniquement quand il a sa caméra en main, évidemment. Il rêve tout le temps, il construit en permanence des films dans sa tête. Et il le fait toujours en musique. C'est pour ça qu'il a toujours son Walkman avec ses cassettes, ce qu'on avait à l'époque. Et il y a ce moment où il observe les jeunes en train de danser, il met son Walkman et tout à coup on est dans un autre monde. Et tout ça est filmé aussi en 100 images secondes, jusqu'au moment où une jeune fille l'arrache à sa rêverie et il enlève ses écouteurs et on revient dans la temporalité. Voilà. Et ça ponctue le film, ces moments-là, en permanence. Dès qu'on est dans son intérieur, dans son mental. En fait. Il nage en permanence, en fait. D'où son envie aussi de ressembler un peu plus au commun des mortels. Cet endroit ici est très important puisque c'est sur ce piano que joue la vraie pianiste Karine Lechner, qui a un petit rôle dans le film, et qui est une grande pianiste hein, qui donne des concerts à travers le monde entier, et qui joue de temps en temps avec Alexandre Debru, qui est le violoncelliste qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Et on a enregistré avec eux la musique du film, notamment du Schumann et du Vivaldi.
Et j'aime bien filmer les instruments. Je trouve que ça, je sais pas, ça a un côté photogénique. Bah, écoute, mes 2 premiers films, donc L'Or des Anges et Un peu de fièvre, traitaient de la musique. C'est poser la question de savoir, tiens, est-ce que je travaille avec de faux chanteurs et de faux musiciens, où j'essaye de trouver des chanteurs et musiciens, mais qui ont un talent de comédien. Alors, pour Alexandre, âgé de 13 ans, alors c'est un faux chanteur, il faut dire ce qui est. Donc il chante en playback la partie de la messe du couronnement, hein, quand il va muer et quand sa voix va se casser en plein concert. Et toute la partie où il a 22-23 ans, donc il est au conservatoire, là c'est un vrai violoncelliste. Il s'appelle Pierre-Alain Pignolet, c'est un Suisse. On s'était dit, tiens, on va parier sur de vrais musiciens. Et voilà, et ce qui est intéressant, parce que travailler avec des comédiens donc non professionnels t'ouvre aussi des possibilités intéressantes. Bah, c'est le moment de la vie où tu rêves le plus. Hein. C'est là où tu t'inventes les histoires et donc c'est certain que quelque part tu as une nostalgie de cette période où tu peux avoir une multiplicité de vies. En fait, tu es à la fois enfermé voilà, dans ta vie d'enfant et d'adolescent, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, il faut bien aller à l'école, etc. Mais par contre, c'est un moment où tout est possible, où tu te dis demain je peux être ça, demain je peux devenir musicien, demain je peux devenir réalisateur, astronaute, tout ce que tu veux. Et tu y crois, et c'est ça qui est très beau évidemment. Tu sais pas que effectivement le monde ne t'attend pas, personne ne t'attend. C'est à toi à tracer ton chemin et à assumer tes rêves et à te battre. Mais ça, tu ne le sais pas. Mais heureusement, parce que sinon, voilà. Si moi, on m'avait expliqué toutes les embûches hein, qu'on rencontre sur, tu vois, sur le chemin de la réalisation, bon, ben, j'aurais peut-être, tu vois, abandonné. Enfin, je ne sais pas très bien, mais il faut pas trop le dire aux jeunes, j'ai envie de dire. Quelle surprise! Quelle surprise, je m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus, écoute, c'est vraiment formidable. Comment ça va? Mais très bien. Ça rappelle des Très films, bien. hein, dis donc, Mais oui, ici, comme ça. oui. Et en plus, ça tourne. Il n'y a pas que le film pour toi, hein. Je parlais des concerts que tu donnes régulièrement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet très difficile de faire un film sur la musique. Et je trouvais ton approche de choisir, justement, puisque c'est la base de ton sujet, d'aborder tout de même l'aspect instrumental avec une certaine cohérence, était le bon choix. Mais c'est vrai que c'était une aventure particulière, parce que moi qui suis fanatique de cinéma, tout ce qui touche au cinéma ou à la télévision, j'adore ça. C'était une aventure très, très, très intéressante. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça c'était un petit peu un concours de circonstances, par les chemins de la culture de Waterloo, Ivan Nerkreuzen qui t'avait tenu au courant que j'existais dans les parages. Et donc, exactement. Voilà, tu m'avais téléphoné. Il y avait l'aspect aussi de la bande-son. La bande-son, hein, je recherchais le Vivaldi. Voilà, tu cherchais donc particulièrement le second mouvement, non, le troisième mouvement, pardon, le lento de la sonate numéro 5 de Vivaldi, et que justement j'avais enregistré. Donc il y avait un petit peu ce concours de circonstances qui faisait que on pouvait avoir plusieurs points d'accroche, quoi. Mais c'était en tout cas un tournage qui était très familial, parce que tout le monde y allait vraiment d'une bonne volonté, et ça transpirait la bonne volonté, quoi. Oui, tout à fait. Ça fait partie du plaisir, hein. Voilà, et puis, le plaisir de tourner. Tout le monde a cette direction vers le chant, même sans la moindre formation musicale et même sans le moindre intérêt apparent. Il y a quelque chose. Et c'est vrai que cette phrase de Carlo Vaness, je trouve grand violoniste belge et représentant de l'école du violon en Belgique, disait toujours: la musique est parfaitement inutile mais absolument indispensable.